L, écran est noir. Seul le crépitement d'une statique radio emplit le silence, un bruit blanc et incessant comme le souffle d'un univers vide. C'est le son de l'oubli, des fréquences abandonnées, où les voix d'autrefois se sont tues pour toujours. En 2013, dans une chambre D, étudiant baigné par la lueur bleutée de plusieurs moniteurs, un jeune homme de 21 ans, Léo Dubois, écoute attentivement ce néant. Il ne cherche rien de précis. Il teste simplement un algorithme de sa conception, un logiciel capable de scanner des milliers de bandes de fréquences mortes, espérant y déceler des anomalies, des échos perdus, des fantômes numériques piégés dans l'aile, éther. Pour lui, ce n'est qu'un défi technique, une exploration purement intellectuelle des cimetières de l'onde. Il ignore encore qu'il est sur le point de déterrer un mort. Son appartement est un sanctuaire de la technologie moderne. Des serveurs ronronnent doucement dans un coin, des câbles courent le long des murs comme des veines synthétiques, et l'air sent le plastique chaud et l'ozone. Léo, le visage concentré, ajuste les paramètres de son programme de balayage spectral. Les lignes de code défilent sur un écran, tandis qu'un autre affiche une cascade de graphiques colorés, visualisant les silences qu'il explore. C'est un travail méticuleux, presque méditatif. Il traque les murmures dans un océan de bruit, persuadé que même dans le vide le plus absolu, il reste toujours une trace, une signature énergétique, un souvenir de ce qui a été. Il est un archéologue du présent, fouillant les ruines invisibles laissées par des décennies de communication humaine, une quête solitaire, qui le passionne bien plus que ses cours d'ingénieur. Soudain, une alerte visuelle clignote sur son moniteur principal. Une fluctuation infime, une petite crête anormale, sur une fréquence que les registres officiels classent comme inactive depuis le début des années 90. Son cœur s'accélère légèrement, non pas par peur, mais par l'excitation du chasseur qui a repéré sa proie. Il isole immédiatement la bande, enfile son casque audio professionnel et augmente le volume. Au début, il n'entend que la même statique, mais légèrement différente, modulée. Il active une série de filtres numériques, épurant le signal couche par couche, comme un restaurateur d'art nettoierait une vieille toile pour en révéler les couleurs cachées. Le processus est lent, exigeant une patience infinie, mais Léo sent que cette anomalie n'est pas une simple interférence. Il y a quelque chose derrière le voile du bruit. Lentement, presque miraculeusement, une voix émerge des profondeurs du chaos. C'est une voix d'homme, déformée, faible, mais indéniablement humaine. Elle est piégée dans une boucle de 20 secondes, se répétant encore et encore comme un disque rayé. La qualité est exécrable, saturée de parasites, mais l'intonation est claire. C'est un message prononcé dans l'urgence, teinté d'une peur palpable, qui traverse les décennies pour venir lui glacer le sang. Léo sent un frisson parcourir son échine. Ce n'est plus un simple exercice technique. Il écoute un message qui n'aurait jamais dû lui parvenir. Une bouteille à la mer électronique qui vient de Sos. Échouée sur le rivage de son disque dur, 24 ans après avoir été lancé. La solitude de sa chambre lui semble soudain moins rassurante. Après plusieurs heures de travail acharné, à appliquer des algorithmes de restauration audio de plus en plus complexes, les mots deviennent enfin intelligibles. Ils se répètent, encore et toujours, gravés dans le silence numérique. Point immatriculation 1 2 3 4 AB1 A 3. Ils sont deux. Un homme grand, cicatrice sur le sourcil. L'autre, il l'appelle le Hollandais. La voix sec t'étouffe presque, pressée par le temps et la terreur. Léo retire son casque, le souffle coupé. Ces mots ne sont pas un simple message radio. C'est un testament. Un dernier appel désespéré, décrivant des assassins et leurs véhicules avec une précision glaçante. Il comprend qu'il ne détient plus une simple curiosité audio, mais la pièce à conviction d'un crime qui a été effacé par le temps, une voix qui refuse de mourir. Un fondu au noir nous transporte instantanément. Marseille, 12 octobre 1989. L'atmosphère est radicalement différente. Nous sommes dans le sous-sol aménagé d'une petite maison de quartier. Un espace confiné et chaleureux, tapissé de cartes du monde et de diplômes de radioamateurs. Des équipements vintage, avec leurs cadrans lumineux et leurs boutons massifs, occupent chaque centimètre carré. C'est le repère de Jean-Pierre Martel, 45 ans, un père de famille à l'allure ordinaire, passionné par les ondes. Assis devant son émetteur-récepteur, un casque imposant sur les oreilles, il tourne délicatement le bouton de fréquence, un léger sourire aux lèvres. Pour lui, cette pièce est une porte ouverte sur le monde, un lieu de paix, loin du tumulte quotidien. Jean-Pierre n'est pas un aventurier. C'est un homme simple, un employé de bureau le jour, un explorateur des ondes la nuit. Sa passion est un refuge, une manière de voyager sans bouger, de tisser des liens invisibles avec des inconnus à l'autre bout de la planète. Il aime la discipline de son hobby,
la courtoisie des échanges, ce code d'honneur tacite, qui unit la communauté des radioamateurs. Ce soir-là, comme tous les soirs, il cherche une conversation amicale, un contact lointain, pour échanger quelques mots avant d'aller se coucher. Il se sent en parfaite sécurité dans son sanctuaire, entouré par la douce lueur de ses appareils, ignorant que dans quelques instants, il va franchir une frontière invisible dont personne ne revient. Le destin parfois se cache dans une simple rotation de boutons. En balayant une bande de fréquences habituellement calme, il tombe par hasard sur une conversation qui n'a rien à y faire. La transmission est cryptée, mais de manière rudimentaire. Les voix sont locales, l'accent marseillais est unmistakable, mais le ton est dur, professionnel, brutal. Les mots sont codés, mais leur sens est limpide, pour quiconque connaît un peu les affaires de la ville. Jean-Pierre fronce les sourcils. Ce n'est pas un appel de détresse, ni une discussion entre amateurs. C'est une communication opérationnelle, clandestine. Sa curiosité de technicien prend le dessus sur la prudence. Il ajuste finement le récepteur, son expérience lui permettant de clarifier légèrement le signal. Il commence à prendre des notes sur un calepin, par pur réflexe, sans encore mesurer la gravité de son intrusion. Les fragments qu'il parvient à déchiffrer font monter en lui une angoisse sourde. Il entend parler de « débarquement », de cargaison et d'un nom, le hollandais, prononcé avec un mélange de respect et de crainte. Il n'y a plus de doute possible. Il vient de tomber au beau milieu d'une conversation entre trafiquants de drogue, organisant une opération d'envergure. La réalité du port de Marseille, celle des journaux télévisés, vient de faire irruption dans son havre de paix. Son visage se crispe. La curiosité a laissé place à la compréhension, et la compréhension a une peur froide et paralysante. Il regarde le microphone de son émetteur, posé sur le bureau. Une sueur froide perle sur son front. Il sait. Il a entendu ce qu'il n'aurait jamais dû entendre. Et il comprend que les hommes à l'autre bout de cette fréquence ne sont pas du genre à tolérer les témoins. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léo arracha son casque audio de ses oreilles, le plastique froid semblant lui brûler la peau. Le bourdonnement familier de ses serveurs, d'habitude un bruit de fond réconfortant, lui parut soudain menaçant, hostile. La voix de l'inconnu, piégée dans sa boucle de 20 secondes, continuait de résonner dans sa tête, bien plus réelle et présente que le monde tangible qui l'entourait. Son cœur battait à un rythme effréné contre ses côtes, un tambourin désaccordé dans le vide de sa chambre d'eau, étudiant. Il fixa l'écran, où l'onde sonore du message dessinait des pics et des creux, une signature visuelle de la dernière agonie d'un homme. Ce N était plus une simple anomalie de fréquence, C était un cri qui avait traversé un quart de siècle pour venir mourir à ses pieds. Une sueur glacée perla sur son front et descendit le long de sa tempe. Il se sentait nauséeux, comme s'il venait de violer l'intimité la plus sacrée, celle de la mort elle-même. Son projet, né d'une curiosité intellectuelle et d'un défi technique, venait de basculer dans une dimension qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il était plus un archéologue du numérique fouillant des ruines inoffensives. Il était devenu le seul et unique confident d'un meurtre. Les mots tournaient en boucle dans son esprit, chaque syllabe chargée d'une terreur brute. La description précise, le surnom sinistre, le hollandais, et surtout, cette plaque d'immatriculation, récitée comme une dernière prière laïque, une ultime tentative de laisser une trace, une piste pour une justice qui, était jamais venue. Il se leva, les jambes tremblantes, et commença à faire les 100 pas dans l'espace confiné de sa chambre. Les posters de schémas de circuits et les citations de pionniers de l'informatique qui ornaient ses murs, lui semblaient soudain futiles, dérisoires. Il avait passé des années à apprendre comment les machines communiquent entre elles, mais il était absolument pas préparé à recevoir un message aussi désespérément humain. Chaque objet dans la pièce, de sa chaise ergonomique à ses multiples moniteurs, semblait avoir perdu sa familiarité. Il se sentait comme un intrus dans sa propre vie, comme si la voix sortie du passé avait fracturé sa réalité, exposant une vérité sombre et violente qui se cachait juste sous la surface de son monde ordonné et logique. Avec une main hésitante, il remit le casque et relança la lecture du fichier audio. Encore et encore. Il ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les détails, de percer les couches de statique pour extraire la moindre nuance. Il entendait le souffle court de l'homme, l'arrière-son d'un espace confiné, peut-être le coffre d'une voiture. Il percevait la résignation mêlée à une lueur d'espoir combative, l'instinct de survie, qui poussait cet homme à graver son témoignage dans les ondes, espérant qu'une oreille amie, quelque part, l'entendrait. Léo sentit une connexion étrange et profonde avec cette voix. Il même n'écoutait pas un enregistrement, il écoutait un fantôme qui lui parlait directement, lui confiant un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. Qui était cet homme ? Que lui était-il arrivé après ces 20 secondes ?
La question le hantait, s'insinuant dans chaque recoin de son esprit. Le silence de l'histoire avait englouti sa vie, son identité, ne laissant que cet écho fragmenté. Léo comprit avec une clarté effrayante qu'il était peut-être la seule personne sur Terre à détenir cette pièce du puzzle. Le hasard cosmique, ou la logique implacable de son algorithme, l'avait désigné comme le dépositaire de ce secret. Cette responsabilité le terrifiait autant qu'elle l'attirait. Ignorer ce qu'il venait d'entendre lui semblait impossible, une trahison non seulement envers la mémoire de cet inconnu, mais aussi envers sa propre conscience. Il était au bord d'un précipice, et il sentait qu'il allait devoir sauter. La nuit s'avançait, mais le sommeil était désormais un luxe inaccessible. L'adrénaline et l'effroi avaient chassé toute trace de fatigue. Poussé par une impulsion nouvelle, il s'assit de nouveau devant son clavier. Ses doigts, d'habitude si agiles pour écrire des lignes de code, semblaient maladroits et lents. Il ouvrit un navigateur web, la page blanche du moteur de recherche lui paraissant immense, un vide à combler. Que chercher? Disparition Homme-Marseille 1989? Le Hollandais Marseille? Les requêtes semblaient absurdes. Des bouteilles jetées dans l'océan infini d'Internet. Il tapa les mots avec précaution, comme s'il pouvait alerter quelqu'un de sa découverte. Les premiers résultats furent décevants, un bruit de fond numérique qui ne menait nulle part, des articles sur la politique de l'aile, époque, des faits divers sans lien apparent. Pourtant il ne se découragea pas. L'ingénieur en lui reprit le dessus, analysant le problème de manière méthodique. La pièce d'information la plus concrète, la plus vérifiable, était la plaque d'immatriculation, 1234 AB13. Il se mit à chercher des informations sur les anciens systèmes d'immatriculation français. Il découvrit rapidement que ce format, avec 2 lettres et le numéro du département à la fin, correspondait parfaitement à celui en vigueur dans les Bouches-du-Rhône, avant la réforme de 1993. Ce simple fait changea tout. Ce N n'était pas une invention, pas un canular. La voix disait vrai, du moins sur ce détail. La crédibilité du message venait de monter d'un cran. Et avec elle, l'intensité du danger qu'il représentait. Un frisson différent parcourut Léo, non plus de peur, mais d'une sorte d'excitation fébrile. Il tenait quelque chose de tangible, quelque chose de réel. Le mystère avait désormais des contours, une encre dans la réalité. La voix N n'était plus seulement un phénomène paranormal ou une curiosité technique. Elle était le début d'une piste, la première pièce d'un puzzle macabre. Il réalisa qu'il ne pourrait pas résoudre cela seul. Cette histoire était trop grande, trop vieille, trop dangereuse pour un étudiant enfermé dans sa chambre. Il allait avoir besoin d'aide, mais à qui faire confiance avec un secret pareil? La police le prendrait-elle au sérieux? Ou le classerait-elle comme un illuminé jouant avec de vieux enregistrements? Il se sentit incroyablement seul, isolé par le poids de sa découverte. Le monde extérieur continuait de vivre, ignorant le drame qui se rejouait en boucle dans ses écouteurs. Il regarda par la fenêtre la ville endormie, les lumières lointaines des rues désertes. Quelque part, là-dehors, les hommes décrits par la voix avaient peut-être continué leur vie. Le Hollandais était-il encore en vie? Avait-il vieilli? Était-il devenu un citoyen respectable, son passé sanglant enfoui sous des décennies de silence? L'idée était insupportable. La justice n'avait pas seulement été bafouée, elle avait été oubliée. Et lui, Léo Dubois, venait de recevoir l'ordre de mission le plus inattendu de sa vie. Se souvenir. Il retourna à son ordinateur et créa une nouvelle arborescence de fichiers sur un disque dur crypté. Il nomma le dossier Racine, projet Martel, donnant instinctivement un nom de famille à la voix, un besoin de lui rendre une part de son humanité. Il y copia le fichier audio original, ainsi que les versions nettoyées, et commença à rédiger un document texte, y consignant chaque détail, chaque hypothèse, chaque piste de recherche. Était le début d'une enquête non officielle, clandestine, menée depuis le sanctuaire de sa chambre. Il ne savait pas où cela le mènerait, ni les risques qu'il prenait, mais une chose était certaine, il ne pouvait plus faire marche arrière. La promesse était faite, silencieuse et solennelle, à un homme qu'il ne connaîtrait jamais. Il allait découvrir la vérité. Il allait comprendre ce qui était arrivé à cet inconnu le 12 octobre 1989. L'algorithme de Léo n'avait pas simplement trouvé un signal perdu. Il avait déterré un appel à l'aide, un témoignage qui refusait de mourir. Et pour la première fois de sa vie, Léo sentit que son obsession pour la technologie avait un véritable but, une signification qui transcendait les lignes de code et les fréquences radio. Il allait donner une réponse à ce fantôme, même si cela devait lui coûter sa tranquillité, et peut-être bien plus encore. L'aube commençait à peine à poindre à l'horizon, mais pour Léo, la nuit ne faisait que commencer. Pour comprendre la tragédie qui allait se nouer, il faut remonter le temps, bien avant que le signal de Jean-Pierre Martel ne devienne un fantôme numérique. En 1989,
Marseille n'est pas seulement la cité phocéenne baignée de soleil, c'est aussi une plaque tournante du crime organisé, un port où les marchandises légales et illégales se croisent dans une danse silencieuse et dangereuse. Mais loin de ce tumulte, dans un pavillon coquet des quartiers nord, vivait Jean-Pierre Martel. À 45 ans, il incarnait l'homme ordinaire. Un emploi stable dans une administration, une épouse aimante, et une fille de 10 ans, Élise, qui était la lumière de ses yeux. Sa vie était une partition bien réglée, sans fausses notes, rythmée par le travail, la famille, et une passion dévorante, qui occupait ses nuits, le monde invisible des ondes radio. Le sous-sol de la maison était son royaume, un sanctuaire baptisé « la station ». L'air y était chargé d'une odeur particulière, un mélange d'électronique chaude, de papier vieilli, et de café tiède. Des étagères croulaient sous le poids des équipements vintage, des émetteurs-récepteurs au cadran lumineux comme des yeux de cyclope bienveillants. Pour Jean-Pierre, cet endroit était plus qu'un simple hobby. C'était une échappatoire, une porte dérobée vers un univers sans frontières où il pouvait converser avec un marin au milieu du Pacifique ou un fermier dans l'outback australien. Il était un explorateur sédentaire, un tisseur de liens invisibles, trouvant dans la rigueur des protocoles de communication et la courtoisie des échanges, une paix que le monde extérieur, avec son bruit et sa fureur, ne pouvait lui offrir. Sa fille Élise était sa plus grande admiratrice. À 10 ans, elle voyait son père non pas comme un fonctionnaire, mais comme un aventurier des temps modernes. Elle adorait descendre dans la station, s'asseoir en silence à ses côtés et regarder ses doigts agiles tourner les boutons avec une précision d'horloger. Il lui avait appris à reconnaître le crépitement de l'ionosphère et le sifflement des interférences solaires. Pour elle, la voix de son père, calme et posée, se mêlant au grésillement de la radio, était la bande-son de la sécurité et de l'émerveillement. Il était son ancre, le centre stable de son jeune univers, un homme capable de déchiffrer les murmures du monde entier depuis une simple pièce sous leur maison. La famille Martel vivait une existence paisible, presque idyllique, déconnectée de la violence qui gangrenait parfois les artères de leur ville. Les histoires de règlement de compte du milieu marseillais étaient pour eux qu'un écho lointain, les gros titres du journal télévisé qu'on commente distraitement à table avant de passer à autre chose. Ils se sentaient protégés, comme si les murs de leur pavillon formaient une bulle impénétrable. Jean-Pierre, avec son tempérament doux et sa nature prudente, n'aurait jamais imaginé que sa passion innocente pour les ondes pourrait un jour devenir le pont fragile entre son monde ordonné et cet univers impitoyable qu'il ne connaissait que par les faits divers. Il croyait fermement que les fréquences qu'il explorait obéissaient à des lois, à une éthique. Avant la nuit fatidique du 12 octobre, rien ne laissait présager le drame. La vie suivait son cours immuable. Jean-Pierre passait ses journées à classer des dossiers et ses soirées à collectionner des contacts radio lointains, notant méticuleusement chaque échange dans un carnet. Il était fier de sa collection de cartes QSL, ces cartes postales que s'envoient les radioamateurs pour confirmer une liaison. Ceci était un monde de gentlemen, une fraternité mondiale unie par une curiosité technique et un respect mutuel. Il n'était pas un fouineur, ni un espion. Sa démarche était pure, motivée par le simple plaisir de la connexion humaine, et le défi technique de capter un signal faible venu de l'autre bout du globe. Il cherchait des amis, pas des ennuis. Pourtant, quelques semaines avant sa disparition, une ombre subtile avait commencé à planer. Il avait mentionné à sa femme, sur un ton mi-amusé, mi-intrigué, avoir capté des transmissions étranges, sur des bandes normalement peu utilisées. Des voix locales, parlant un langage codé, trop professionnel pour être des amateurs. Il avait d'abord pensé à des exercices militaires, ou aux communications des services portuaires. Sa curiosité de technicien avait été piquée, mais jamais il n'avait ressenti de peur. Pour lui, ce était qu'un nouveau mystère à résoudre, un petit défi intellectuel. Il avait commencé à prendre quelques notes, plus par habitude que par réelle suspicion, sans se douter qu'il était en train de cartographier les frontières d'un territoire mortel. Élise, de son côté, vivait dans l'insouciance de ses 10 ans. Son principal souci était un exposé de géographie à préparer pour elle, école. Le soir du 12 octobre, elle se souviendrait plus tard de son père, l'aidant à colorier une carte de l'Afrique, lui montrant les pays d'où il avait déjà reçu des signaux. Il était patient, pédagogue, et son regard brillait de fierté en voyant sa fille s'intéresser à son univers. Était une soirée parfaitement ordinaire, une de ces soirées qui s'effacent normalement de la mémoire, mais qui, pour Élise, allait se graver à jamais comme le dernier tableau d'une vie heureuse, la dernière image intacte de son père avant qu'il ne descende les escaliers vers sa station et ne disparaisse pour toujours. Le climat initial de cette histoire n'est donc pas celui d'un thriller, mais d'un drame familial latent. C'est l'histoire d'un homme bon, passionné et profondément naïf, qui, par un malheureux concours de circonstances, a tourné le mauvais bouton au mauvais moment.
Il a ouvert une porte qu'il aurait dû laisser fermée, et le monstre qui se cachait derrière a englouti sa vie paisible, ne laissant derrière lui qu'une famille brisée, une enquête bâclée et un silence assourdissant. Un silence qui allait durer 24 ans, jusqu'à ce qu'un jeune étudiant, à des centaines de kilomètres de là, tende l'oreille, et entende enfin le cri que Jean-Pierre Martel avait lancé dans le vide. De l'autre côté de Marseille, loin de la quiétude pavillonnaire des Martel, un autre monde vivait au rythme de ses propres lois, violentes et immuables. C'est dans ce monde qu'a évolué Vincent Lagarde, un jeune homme de 26 ans en 1989, déjà surnommé « le Hollandais », pour son pragmatisme glacial et ses connexions avec les ports du nord de l'Europe. Il n'était pas encore l'homme d'affaires respectable qu'il deviendrait. Il n'était qu'un loup aux dents longues, un lieutenant ambitieux du milieu, qui voyait dans le chaos de la fin des années 80 une opportunité en or. Pour lui, la ville n'était pas un foyer, mais un échiquier géant, et il était déterminé à en devenir le roi, pion par pion, vie par vie s'il le fallait. Chaque opération était une marche de plus vers le sommet. Le Marseille de cette époque était une poudrière. La French Connection, ce réseau historique d'exportation d'héroïne vers les États-Unis, était démantelé, laissant un vide béant que de nouvelles organisations se disputaient, avec une férocité inédite. Le port, poumon économique de la ville, était aussi son artère la plus malade, un point d'entrée pour des tonnes de cocaïne et de cannabis. La violence était plus confinée au cercle du grand banditisme. Elle débordait, éclaboussant la ville de règlements de comptes de plus en plus audacieux. C'est dans ce contexte de transition sanglante que des hommes comme Vincent Lagarde ont prospéré, en remplaçant les vieux codes d'honneur par une efficacité brutale et une paranoïa maladive. La moindre fuite, le moindre témoin, était une menace existentielle à éliminer sans hésitation. Au commissariat central, l'inspecteur Fournier, alors âgé de 44 ans, observait cette escalade avec un mélange de lassitude et de colère rentrée. Était un flic à l'ancienne, un homme méticuleux qui croyait encore en la puissance des faits et en la patience de l'enquêteur. Il naviguait dans un système qu'il savait imparfait, parfois gangréné par la corruption et souvent paralysé par le manque de moyens. Il voyait ses collègues plus jeunes opter pour des méthodes expéditives ou sombrer dans le cynisme, mais lui s'accrochait à sa déontologie, convaincu que chaque dossier, même le plus modeste, méritait d'être traité avec la même rigueur. Il savait que la justice était une course de fond, mais il sentait que son souffle commençait à se faire court face à l'ampleur de la vague criminelle qui déferlait sur sa ville. Fournier n'était pas un homme de bureau. Il aimait le terrain, l'odeur du bitume, le contact avec les gens, qu'ils soient victimes, témoins ou indiques. Sa méthode reposait sur une accumulation patiente de détails, de petits riens qui, une fois assemblés, finissaient par former un tableau cohérent. Il passait des heures à éplucher des rapports, à refaire des chronologies, à chercher l'anomalie, la faille dans le récit. Cette obsession du détail lui avait permis de résoudre des affaires que tout le monde avait classées trop vite. Mais elle le condamnait aussi à une forme de solitude, le laissant souvent seul avec ses doutes et ses dossiers, bien après que ses collègues aient rangé les leurs. Il était un artisan de la vérité dans une époque qui préférait les solutions industrielles et rapides. La nuit du 12 octobre 1989, pendant que Jean-Pierre Martel aidait sa fille à faire ses devoirs, équipe de Vincent Lagarde était sur le pied de guerre. Dans une zone industrielle désaffectée près de l'Aisle, étang de Berre, ils attendaient une livraison cruciale, la plus importante de leur jeune carrière. La tension était électrique. Chaque phare de voiture au loin, chaque bruit inhabituel, faisait sursauter les hommes. Lagarde, lui, restait de marbre, les yeux fixés sur un scanner radio qui grésillait doucement, balayant les fréquences de la police. La communication entre ces équipes se faisait sur un canal qu'il croyait sécurisé, une bande amateur modifiée, jugée trop insignifiante pour être surveillée. Était une opération à plusieurs millions de francs, la pierre angulaire de leur futur empire, et l'amateurisme n'y avait pas sa place. À ses côtés se tenait un homme plus âgé. Une montagne de muscles, dont le visage était barré par une cicatrice blafarde au-dessus du sourcil. Était une figure connue du milieu, un tueur à gages dont la présence servait de caution à Lagarde auprès des fournisseurs colombiens. Leur relation était purement professionnelle, un pacte de circonstances entre la nouvelle génération et l'ancienne. L'homme à la cicatrice représentait la violence brute, la force d'exécution, tandis que Lagarde incarnait la stratégie, l'intelligence froide, et l'ambition démesurée. Ils formaient un duo redoutable, mais leur alliance était aussi fragile que la confiance dans ce milieu. Elle ne durerait que tant que leurs intérêts convergeraient, et pas une seconde de plus. Ce soir-là, ils étaient les maîtres d'un jeu dont ils ignoraient qu'un spectateur imprévu venait de s'inviter. Quand la police se présenta chez les Martel 2 jours après la disparition de Jean-Pierre,
l'enquête s'orienta presque immédiatement vers la thèse de la fugue volontaire. Un homme de 45 ans, une vie rangée, un hobby étrange. Les enquêteurs de première ligne, débordés par les crimes de sang qui s'accumulaient, virent dans cette affaire un dossier facile à classer. Ils posèrent les questions habituelles, insidieuses. Avait-il des dettes? Des problèmes de couple? Une autre femme? Pour elle, épouse de Jean-Pierre, et pour la jeune Élise, ce fut une seconde violence. Non seulement elle devait faire face à l'absence angoissante de l'homme qu'elles aimaient, mais elle devait aussi le défendre contre des soupçons qui souillaient sa mémoire. Le quartier se mit à chuchoter, le regard des voisins changea, et la famille Martel se retrouva brutalement isolée dans sa douleur et son incompréhension. Le dossier finit par atterrir, une semaine plus tard, sur le bureau de l'inspecteur Fournier. En lisant les premiers rapports, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. La description d'un mari et père aimant, passionné mais sans histoire, ne cadrait absolument pas avec le portrait d'un homme qui abandonne tout sur un coup de tête. La station radio, laissée en parfait état de marche, le carnet de contact ouvert sur la dernière page. Pour Fournier, ces éléments ne criaient pas la fuite, mais l'interruption. Il avait l'intuition qu'il ne s'agissait pas d'un homme qui était parti, mais d'un homme qu'on avait fait taire. Mais sans corps, sans mobile apparent, et sans le moindre indice matériel, son intuition ne valait rien. L'affaire Jean-Pierre Martel devint pour lui une blessure professionnelle, une énigme obsédante, dont le silence assourdissant allait le hanter pendant plus de 2 décennies. Poussé par une force qu'il ne s'explique pas, un mélange de terreur et de responsabilité écrasante, Léo Dubois passe les 48 heures suivantes dans un état de transe productive. Le sommeil est un lointain souvenir, remplacé par la caféine et l'obsession. Il sait qu'il ne peut garder cette découverte pour lui seul. Mais l'idée de se rendre à la police lui glace le sang. Qui le croirait? Un jeune étudiant affirmant avoir trouvé la preuve d'un meurtre vieux de 24 ans dans le bruit blanc d'une radio? On le prendrait pour un fou ou un mystificateur. Il décide d'emprunter une autre voie, plus prudente, plus anonyme. Il choisit de lancer sa bouteille à la mer numérique, sur un forum spécialisé, un repère en ligne, pour les passionnés de mystères non résolus, espérant qu'une âme, quelque part, puisse reconnaître un détail, un indice qui lui échappe. Avec une méticulosité d'ingénieur, il prépare sa publication. Il nettoie le fichier audio de toutes ses métadonnées, effaçant toute trace de son origine ou de son propre matériel. Il crée un pseudonyme, Echo-Bassett, et rédige un message volontairement laconique, pour ne pas paraître trop impliqué. Fragment audio de 20 secondes, récupéré sur une bande de fréquences morte. Datation approximative, fin des années 80. Origine probable, sud de la France. La qualité est médiocre, mais on distingue une voix masculine récitant ce qui semble être une plaque d'immatriculation. Toute information est la bienvenue. Il joint le fichier MP3, et après une dernière hésitation, clique sur « Publier ». Le message apparaît instantanément sur le forum, un simple fil de discussion perdu parmi des centaines d'autres, une énigme numérique offerte à la sagacité collective d'inconnus. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Lyon, Élise Martel, 34 ans, mène une vie soigneusement reconstruite sur les ruines d'une absence. Devenue professeure d'histoire-géographie, elle enseigne à ses élèves les grandes dates et les événements qui ont façonné le monde, tout en portant en elle une histoire personnelle restée figée, sans conclusion. Le souvenir de son père, Jean-Pierre, est une présence constante, un fantôme bienveillant mais douloureux. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de sa disparition, elle s'adonne à un rituel secret et masochiste. Elle parcourt les forums en ligne dédiés aux personnes disparues, tapant son nom dans les moteurs de recherche, espérant un miracle improbable. C'est sa manière de veiller sur sa mémoire, de refuser que le silence l'emporte complètement, même si chaque recherche infructueuse ravive la plaie béante de son enfance. Ce soir de novembre 2013, alors qu'elle corrige des copies, elle ouvre par automatisme l'un de ses forums. Ses yeux balaient les titres des discussions sans grand intérêt jusqu'à ce qu'elle tombe sur celui d'Echo-Bassett. Fragment audio. Sud de la France. Une curiosité vague la pousse à cliquer. Elle met ses écouteurs, lance la lecture. Le crépitement de la statique lui est familier. C'est le son qui berçait ses visites dans la station radio de son père. Puis, la voix émerge, faible et déformée. Pour n'importe qui d'autre, ce ne serait qu'un murmure indistinct. Mais pour Élise, c'est un séisme. Ce n'est pas tant la tonalité de la voix, ravagée par le temps et les interférences, que ce minuscule détail, presque imperceptible, ce léger raclement de gorge juste avant de parler. Une habitude, son habitude à lui. Le monde s'effondre, c'est la voix de son père. Un cri silencieux se coince dans sa gorge. Les larmes jaillissent, incontrôlables,
brouillant sa vue et tombant sur le clavier de son ordinateur portable. Elle retire brusquement ses écouteurs, le cœur battant à tout rompre, comme si elle venait de toucher un fil à haute tension. C'est impossible. C'est une hallucination auditive, le fruit de son chagrin et de son obsession. Mais elle sait que ce n'est pas le cas. Elle relance la lecture, encore et encore, le volume au maximum. La voix de son père, cette voix qu'elle n'a plus entendue que dans ses rêves depuis 24 ans, est là, dans son salon. Elle est empreinte d'une urgence, d'une terreur qu'elle ne lui a jamais connue. Hélène, écoute pas un souvenir. Elle écoute ses derniers instants. La violence de cette intimité volée la submerge, un mélange insoutenable de joie miraculeuse et de douleur infinie. L'incrédulité laisse place à une certitude fiévreuse. Il faut qu'elle contacte cette personne, cet écho-bassette. Elle crée un compte en quelques secondes, choisissant un pseudonyme qui lui vient comme une évidence, fille de Martel. Ses doigts tremblent tellement qu'elle peine à taper le message. Elle s'efforce des dons, être claire, concise, malgré le chaos qui règne dans son esprit. Je viens écoutez votre fichier. Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous avez obtenu ça, mais je suis presque certaine que la voix que l'on entend est celle de mon père, Jean-Pierre Martel. Il a disparu à Marseille le 12 octobre 1989. S'il vous plaît, je vous en supplie, répondez-moi. C'est une question de vie ou de mort, même après toutes ces années. Elle envoie le message privé, le souffle coupé, fixant l'écran comme si sa vie entière dépendait de la réponse. Dans sa chambre D, étudiant, Léo voit la notification apparaître. Il a déjà reçu une vingtaine de réponses, la plupart étant des spéculations techniques ou des théories farfelues. Mais ce message est différent. Il contient un nom, une date précise, un lieu. Une encre dans le réel. Poussé par une intuition fulgurante, il ouvre une nouvelle fenêtre de son navigateur et tape. Jean-Pierre Martel, disparition Marseille 1989. Les résultats s'affichent. Quelques articles de journaux locaux, numérisés et oubliés dans les archives du web. Il raconte l'histoire d'un père de famille de 45 ans, passionné de radio, qui s'est volatilisé sans laisser de traces. Une photo accompagne l'un des articles, montrant un homme au regard doux, souriant. Le fantôme a désormais un visage. La responsabilité de Léo prend une dimension nouvelle, vertigineuse. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une énigme technique. C'est la tragédie d'une famille. La première conversation entre Léo et Élise se fait par messagerie cryptée. Elle est hésitante, chargée d'une émotion brute qu'il sent poindre à travers les mots écrits. Il est factuel, prudent, conscient de marcher sur un terrain miné de souvenirs et de douleurs. Elle lui raconte son père, sa passion, le silence qui a suivi sa disparition, le poids du doute laissé par une enquête bâclée. Il lui explique son algorithme, la chance inouïe de sa découverte, les détails techniques de l'enregistrement. Ils sont deux mondes qui se rencontrent, la mémoire et la data, le cœur et le code. Au bout d'une heure d'échange, ils prennent une décision commune. Cette voix ne doit plus rester un simple écho. Ils doivent agir. Et pour cela, ils ont besoin de l'homme qui, selon les vieux articles, n'a jamais cru à la thèse de la fugue. L'inspecteur Fournier, aujourd'hui à la retraite. Mais comment convaincre un vieux flic de rouvrir la plus grande blessure de sa carrière sur la base d'un son venu de nulle part? La rencontre a lieu dans un café impersonnel près du Vieux-Port. Un de ces endroits où les histoires se croisent sans jamais se toucher. L'inspecteur Fournier, à la retraite depuis 3 ans, est une silhouette massive tassée sur une banquette en moleskine rouge. Le temps a creusé des sillons sur son visage, mais ses yeux, d'un bleu acier, ont conservé une acuité déconcertante. Face à lui, Élise Martel sert nerveusement une tasse de café froid, ses mains tremblantes trahissant le tumulte intérieur. À ses côtés, Léo Dubois est le gardien silencieux de la preuve numérique, son ordinateur portable posé sur la table, comme une relique étrange et puissante. L'air est lourd de 24 ans de silence. Une chape de plomb que la simple présence de ce vieux policier rend encore plus palpable. Élise est venue chercher une étincelle d'espoir, mais elle craint de ne trouver que les cendres d'un passé trop lourd à remuer. Fournier écoute d'abord avec la patience polie d'un homme qui a tout entendu. Les histoires de fantômes, les intuitions, les regrets tardifs des familles. Il en a vu défiler des centaines au cours de sa carrière. Il observe la jeune femme, cet enfant qu'il a brièvement connu, et qui est devenu une adulte portant le poids d'une absence. Il analyse le jeune homme, ce gamin introverti, qui parle d'algorithmes et de fréquences mortes, avec une ferveur quasi mystique. Son scepticisme est une armure forgée par des décennies de déceptions et de fausses pistes. Mais lorsque Élise prononce le nom de son père, Jean-Pierre Martel, une lueur s'allume dans le regard du policier. Ce n'est pas un nom parmi d'autres.
C'est le nom de son plus grand échec professionnel, une cicatrice invisible qui ne s'est jamais refermée. La lassitude laisse place à une attention renouvelée, tendue. Sans un mot, Léo ouvre son ordinateur. Il clique sur un fichier. Le son grésillant emplit le silence du café, un bruit d'un autre âge qui semble absorber toute la lumière. Et puis, la voix émerge, faible, déformée, mais chargée d'une terreur si pure qu'elle en devient physique. Qu'immatriculation 1, 2, 3, 4, AB1 A3. Ils sont 2, point. Élise ferme les yeux, retenant un sanglot. Fournier, lui, ne bouge pas. Son visage reste impassible, mais ses épaules se raidissent imperceptiblement. Il n'entend pas seulement une voix, il entend une scène. Il voit l'intérieur d'un coffre, sans l'odeur de la peur et de l'essence. Ce n'est plus une théorie. Ce n'est plus un dossier classé. C'est un homme en train de mourir, et son dernier souffle vient de traverser un quart de siècle pour atterrir sur la table de ce café anonyme, entre un ordinateur et une tasse de café froid. L'ancien inspecteur se penche en avant, son scepticisme balayé par la brutalité de l'aile, évidence. Il ne pose aucune question sur la provenance de la bande. Il se concentre sur le seul élément tangible, le seul fil qu'il peut tirer. 1234 AB13, répète-t-il à voix basse. C'est une immatriculation d'avant la réforme. Le 13, c'est bien les Bouches-du-Rhône. Ça colle. Il sort de sa poche un vieux téléphone portable, bien loin des smartphones de Léo, et compose un numéro de mémoire. Sa voix change, redevient celle du flic, autoritaire et directe. Allô Michel? C'est Fournier. J'ai besoin d'un service, un très vieux service. J'ai une plaque à vérifier, une qui date de l'âge de pierre. Oui, c'est important, très important. Il raccroche, et le silence qui s'installe est différent. Ce n'est plus un silence de deuil, mais un silence de chasse. L'attente est une torture. Chaque minute qui écoule, semble étirer le temps à l'infini. Élise vit la somme de toutes ses attentes déçues, n'osant plus espérer. Léo, de son côté, mesure pour la première fois l'impact concret de sa création. Son algorithme n'est plus une prouesse technique, c'est une machine à remonter le temps qui a ramené un fragment de violence brute dans le présent. Il se sent à la fois puissant et terrifié par les conséquences de ce qu'il a déclenché. Seul Fournier semble à son aise. Le vieil homme est redevenu le prédateur qu'il était. Il observe les passants dans la rue, son instinct reprenant le dessus, analysant les visages, cherchant des menaces. Le prédateur est sorti de sa retraite, et il a faim. La sonnerie stridente de son téléphone les fait sursauter tous les trois. Fournier décroche, écoute, grogne quelques remerciements et raccroche. Il fixe un point invisible au-dessus de l'aile, épaule de Léo, son esprit travaillant à toute vitesse. Alors, commence-t-il lentement. Le véhicule, une Peugeot 505, a été déclaré volé, 2 jours après la disparition de votre père. On l'a retrouvé incendié 1 mois plus tard dans les Calanques. Classique. Une vague de déception submerge Élise. Une fausse piste. Une voiture volée. Un cul-de-sac. Mais, continue Fournier un pli narquois au coin des lèvres, avant d'être volée, elle appartenait à une société. Une petite entreprise de transport basée sur le port. Elle s'appelait Sud Fret Transport. Du haut, un nom banal, sans visage, une entité administrative conçue pour être oubliée. Pour la première fois depuis le début de la rencontre, le doute revient s'insinuer. Mais Fournier n'a pas fini. Il connaît les méthodes du milieu, ces poupées russes administratives conçues pour brouiller les pistes. Une boîte comme ça ne disparaît jamais vraiment, explique-t-il, son regard brillant d'une lueur carnassière. Ça change de nom, ça fusionne, c'est racheté par une autre coquille vide. C'est comme ça qu'on blanchit un passé. Il reprend son téléphone et rappelle son contact, lui demandant cette fois de faire une recherche sur l'historique de la société, Sud Fret Transport. Il veut la généalogie complète, chaque changement de nom, chaque fusion, chaque rachat, jusqu'à aujourd'hui. L'enquête ne se joue plus sur le terrain, mais dans les méandres poussiéreux des archives du registre du commerce. Le fantôme de Jean-Pierre Martel les guide à travers un labyrinthe de papier. Le deuxième appel est plus court. Fournier écoute, son visage se figeant en un masque de pierre. Quand il raccroche, il reste silencieux pendant un long moment, comme s'il pesait le poids de chaque mot qu'il s'apprête à prononcer. Il pose enfin son regard sur Élise. Un regard où se mêle la pitié, et une sorte de triomphe sombre. Sud Fret Transport a été absorbé en 1992 par une autre société, Fossea Logistique, qui elle-même a fusionné en 2001 pour devenir Logistique Méditerranéenne SA. Il marque une pause, laissant les noms s'imprimer dans leur esprit. C'est aujourd'hui l'une des plus grosses entreprises du port. Et son propriétaire actuel,
l'homme qui l'a fondé en rachetant des petites boîtes comme Sud Fret Transport, à la fin des années 80, s'appelle Vincent Lagarde. Il laisse tomber le dernier mot comme une sentence. On le surnomme le Hollandais. Le nom de Vincent Lagarde, le Hollandais, tomba dans le silence du café avec le poids d'une pierre tombale. Pour Élise, ce N était plus un surnom sinistre entendu sur une bande-son spectrale, mais le visage d'un homme d'affaires puissant, dont les photos S étalaient parfois dans les pages économiques des journaux locaux. La connexion était si brutale, si vertigineuse, qu'elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son père n'avait pas été la victime d'un crime sordide et anonyme. Il avait été un obstacle sur la route d'un empire. Léo, de son côté, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Son enquête, née d'une curiosité numérique, venait de le placer en collision directe avec une figure majeure du grand banditisme marseillais. Le jeu venait de changer de dimension, et les règles étaient désormais écrites avec du sang. Il était plus un simple chercheur de vérité, il était devenu une cible potentielle. Fournier, imperturbable, plia ses mains massives sur la table. Son instinct de vieux chasseur était maintenant pleinement éveillé. Il savait que s'attaquer à un homme comme Lagarde de front, avec une preuve aussi ténue qu'un enregistrement vieux de 24 ans et un lien administratif, était suicidaire. Lagarde est intouchable. Ou presque, dit-il d'une voix basse et grave. Il a des amis partout, à la mairie, au port, et probablement encore quelques-uns au commissariat. Si nous faisons le moindre pas officiel, l'information lui parviendra en moins d'une heure, et toutes nos pistes seront effacées. Il les regarda tour à tour, ses yeux bleus ne laissant place à aucun doute. À partir de maintenant, nous sommes seuls. Cette enquête n'existe pas. Chaque information que nous collectons doit rester entre nous trois. C'est la seule façon de survivre et d'avoir une chance de le coincer. Leur stratégie devait changer. Il ne s'agissait plus seulement de prouver ce qui était arrivé à Jean-Pierre Martel, mais de construire un dossier si solide contre Vincent Lagarde, qu'il ne pourrait s'en échapper. Fournier décida de se concentrer sur le deuxième homme décrit dans l'enregistrement. Un homme grand, cicatrice sur le sourcil. Contrairement au Hollandais, ce pseudonyme ne disait rien à l'ancien inspecteur, mais la description physique était une piste tangible. Les tueurs de cette époque avaient des signatures, des visages que tout le monde connaissait dans le milieu, expliqua-t-il. Si on retrouve cet homme, on aura peut-être un levier, un lien direct avec le meurtre. Il allait devoir replonger dans les archives non numérisées de la police, les vieux dossiers cartonnés qui dormaient dans les sous-sols du quai du port, en espérant que ses anciens collègues lui accordent encore quelques faveurs discrètes. Pendant que Fournier réactivait ses réseaux endormis, Léo se vit confier une mission d'une autre nature. Il devait devenir l'ombre numérique de Vincent Lagarde. Sa tâche était de cartographier l'intégralité de son empire commercial, Logistique Méditerranéenne SA, de décortiquer ses montages financiers, d'identifier ses partenaires, ses filiales, ses comptes à elle, étrangers. Il devait chercher la faille, l'anomalie, la transaction suspecte, qui pourrait trahir une activité illégale. Était un travail colossal et dangereux. Lagarde, avec sa fortune, devait être entouré des meilleurs experts en cybersécurité. Pour Léo, cela représentait le défi ultime, pénétrer une forteresse numérique sans laisser la moindre trace, en sachant que la moindre erreur pourrait alerter sa proie et le transformer de chasseur en chassé. Sa chambre d'étudiant devint un centre d'opérations clandestin. Élise, quant à elle, se sentait initialement démunie, coincée entre l'expertise technique de Léo et l'expérience de terrain de Fournier. Son rôle, pourtant, devint rapidement crucial. Elle était la mémoire vivante de l'affaire. Sur les conseils de Fournier, elle retourna dans la maison de son enfance, que sa mère avait conservée comme un mausolée. Dans le sous-sol, au milieu des équipements radio de son père, elle retrouva ses carnets de notes. En les feuilletant, elle découvrit bien plus que de simples indicatifs d'appel. Sur les dernières pages, datées de septembre 1989, Jean-Pierre avait noté des fréquences précises, des heures d'écoute, et des bribes de phrases codées qu'il avait interceptées. Il avait même dessiné une carte rudimentaire de la côte près de étang de Berre, avec des cercles concentriques, tentant de trianguler l'origine des transmissions étranges. La première percée vint de Fournier. Après 2 jours passés à fouiller dans la poussière des archives, il trouva ce qu'il cherchait. Une fiche de renseignement datant de 1990 sur un certain Joseph Torres, un homme de main connu pour sa brutalité. La photo d'identité, granuleuse et en noir et blanc, montrait un visage dur, et au-dessus de son sourcil droit, une cicatrice blanche, fine et nette, courait jusqu'à sa tempe. La description correspondait parfaitement. Le dossier mentionnait ses liens connus avec les réseaux de trafic émergents, à la fin des années 80. Torres n'avait jamais été inculpé pour des faits graves,
Mais son nom revenait dans plusieurs affaires de violence. Il était le fantôme que Jean-Pierre avait décrit. Le témoignage de la victime venait d'être corroboré par les archives de la police, 24 ans plus tard. Cette découverte apporta une confirmation glaçante. En creusant davantage, Fournier apprit que Joseph Torres avait été retrouvé mort en 1990, une balle dans la nuque, dans une voiture abandonnée sur un parking. L'affaire avait été classée comme un règlement de compte entre petites frappes, une ligne de plus dans la chronique sanglante de la ville. Mais pour Fournier, le message était clair. Vincent Lagarde était un homme qui ne laissait aucun témoin derrière lui. Il avait éliminé son propre complice pour s'assurer de son silence éternel. Cela signifiait que, le Hollandais, était non seulement le commanditaire, mais aussi probablement le seul homme, en dehors de sa victime, à connaître la vérité sur cette nuit d'octobre 1989. L'enquête se resserrait désormais autour d'un seul et unique homme. Pendant ce temps, Léo faisait face à ses propres fantômes. Le réseau informatique de Logistique Méditerranéenne SA était une véritable citadelle. Chaque porte d'entrée était gardée par des pare-feux sophistiqués et des systèmes de détection d'intrusion de pointe. Après plusieurs nuits blanches, il trouva enfin une vulnérabilité. Pas dans le système principal, mais dans celui d'un petit sous-traitant de transport basé en Belgique, une société apparemment anodine. En utilisant cette porte dérobée, il réussit à s'infiltrer discrètement dans le réseau interne de la garde. Il se sentait comme un cambrioleur progressant à tâtons dans un palais obscur, chaque clic de souris pouvant déclencher une alarme silencieuse et mortelle. La tension était si intense qu'il en avait des crampes d'estomac. Le danger devint soudainement très réel. Une nuit, alors qu'il explorait l'arborescence des serveurs de la garde, une alerte clignota sur l'un de ses moniteurs de surveillance. Quelqu'un essayait de remonter sa connexion. Ce n'était pas une contre-attaque automatisée. Était une manœuvre intelligente, humaine, qui s'adaptait à ses propres techniques d'évasion. Un autre hacker, talentueux et réactif, était de l'autre côté du fil. Une sueur froide perla sur le front de Léo. Il coupa brutalement sa connexion, arrachant les câbles de ses serveurs, et plongea sa chambre dans le silence et l'obscurité. Il resta immobile pendant de longues minutes, le cœur battant à tout rompre, écoutant les bruits de la nuit, se demandant si on ne frappait pas déjà à sa porte. Il avait été repéré. La menace ne se limita bientôt plus au monde virtuel. 2 jours plus tard, en rentrant de l'université, Léo trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Rien n'avait été volé, ses ordinateurs étaient toujours là, mais tout avait été subtilement déplacé. Une tasse sur son bureau avait été tournée d'un quart de tour, un livre avait été sorti de sa pile et reposé à l'envers. Était un message, une violation de son espace le plus intime, une démonstration de force. Sur sa table de travail, posé bien en évidence sur son clavier, se trouvait un objet qui lui glaça le sang. Un vieux microphone de radio amateur. Un modèle des années 80, identique à celui qu'on voyait sur les photos de la station de Jean-Pierre Martel. Le message était limpide. Nous savons qui tu es. Nous savons ce que tu cherches. Arrête. Face à cette escalade, le trio se réunit dans un endroit encore plus anonyme, le dernier étage d'un parking désaffecté surplombant la ville. La peur était désormais leur compagne constante. Fournier était furieux contre lui-même. Il avait sous-estimé la rapidité de réaction de la garde et la qualité de ses ressources. Il a une taupe, affirma-t-il, le visage fermé. Quelqu'un de haut placé. La demande d'archives sur Torres a dû déclencher une alerte. Ils ont fait le lien avec l'affaire Martel, et ils sont remontés jusqu'à nous. L'enquête venait de prendre une tournure encore plus sombre. Il ne se battait plus seulement contre un criminel, mais contre une partie d'un système corrompu qui le protégeait. Chaque pas qu'il ferait serait désormais surveillé, chaque conversation potentiellement écoutée. Ils étaient passés du statut d'enquêteur à celui de conspirateur traqué. Malgré la peur qui leur nouait les entrailles, une nouvelle détermination s'empara du trio. Dans le silence glacial du parking, face aux lumières lointaines de Marseille, ils étaient plus une victime, un geek et un retraité. Ils étaient une cellule de résistance. Fournier, le visage dur comme la pierre, traça les nouvelles règles de leur guerre clandestine. Fini les contacts, fini les appels à d'anciens collègues. Nous sommes des fantômes. Nous n'existons pas. Chaque information reste entre ces murs de béton, dit-il, sa voix résonnant contre les piliers. Pour Léo, la terreur de l'effraction se mua en une colère froide. Une violation qui exigeait réparation. Pour Élise, la menace physique contre ses nouveaux alliés solidifia sa résolution. L'image de son père, seul et sans défense cette nuit-là, lui revint en mémoire. Elle ne laisserait pas l'histoire se répéter. Ils ne fuiraient pas. Ils allaient devenir plus malins, plus discrets,
et bien plus dangereux que Lagarde ne pouvait l'imaginer. De retour dans la maison familiale, Élise se replongea dans les carnets de son père, non plus avec la tristesse du deuil, mais avec la précision d'une enquêtrice. Le microphone laissé en avertissement dans l'appartement de Léo avait déclenché un souvenir enfoui. Elle se rappela une conversation avec son père, qui lui expliquait que chaque microphone avait une empreinte vocale électronique, une signature unique due à ses composants. Il en parlait avec la passion d'un musicien décrivant son instrument. Cette réminiscence, partagée avec Léo lors d'un appel sécurisé, ouvrit une nouvelle voie d'investigation purement technique. L'idée était folle, presque ésotérique. Et si l'enregistrement ne contenait pas seulement la voix de Jean-Pierre, mais aussi celle, invisible, du microphone qu'il avait utilisé. Une signature matérielle qui pourrait, peut-être, être identifiée et servir de preuve irréfutable, un fantôme dans le fantôme. Léo s'attela à cette tâche, avec une obsession renouvelée. Il transforma son algorithme de nettoyage audio en un microscope numérique, cherchant non plus à clarifier les mots, mais à isoler le bruit de fond électronique de l'appareil d'enregistrement lui-même. Il passa des jours et des nuits à analyser les harmoniques du signal, à filtrer le grésillement de la transmission pour déceler le très léger bourdonnement du circuit interne du microphone, une fréquence quasi inaudible autour de 50 Hz. Il compara ces résultats à des bases de données de schémas techniques de microphones des années 80, un travail d'archéologue numérique. Était comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique, mais Léo sentait qu'il était sur le point de toucher à quelque chose de fondamental, l'ADN même de l'instant du crime. Pendant ce temps, Fournier décida de retourner la paranoïa de Lagarde contre lui. Il contacta Luc Berger, un journaliste d'investigation mis au banc de la profession pour ses méthodes peu orthodoxes, mais dont Fournier connaissait l'intégrité et la haine du milieu. Lors d'une rencontre discrète dans une ruelle sombre, Fournier lui confia une information fabriquée de toutes pièces. La plaque d'immatriculation aurait été liée non pas à une société de transport, mais à un yacht privé amarré à Cannes, une piste volontairement à l'œil et fausse. « Je veux que tu lances cette rumeur dans les cercles que tu connais, » lui demanda Fournier. « Ne publie rien. Laisse juste l'information s'infiltrer. » Était un pari risqué, une tentative de faire sortir la taupe de son trou en observant la réaction de l'ennemi. La manœuvre porta ses fruits avec une rapidité effrayante. Moins de 48 heures plus tard, un petit blog d'information locale, connu pour être une caisse de résonance des intérêts de Lagarde, publia un article dénonçant les théories du complot visant à salir d'honnêtes citoyens. L'article mentionnait spécifiquement des rumeurs absurdes concernant un yacht à Cannes, lié à une vieille affaire classée. La source de la fuite était claire. La taupe N n'était pas un simple policier de bas étage. Était quelqu'un de suffisamment haut placé pour avoir des relais dans les médias et pour être informé presque en temps réel. La conspiration était plus profonde et plus organisée qu'il ne l'avait craint. Lagarde ne se contentait pas de se protéger, il avait un système de défense actif qui les surveillait en permanence. Élise, de son côté, était attelée à une tâche plus terre-à-terre, mais tout aussi cruciale. Elle épluchait les copies du dossier d'enquête original, cherchant le détail que les policiers d'OL, Époque avaient négligé. Son regard s'arrêta sur le témoignage d'une voisine âgée, une femme que tout le monde considérait comme une commère. Elle avait déclaré avoir vu une camionnette blanche de la société Plomberie Express, garée dans la rue une partie de la soirée du 12 octobre. Les enquêteurs avaient écarté ce détail, car aucun riverain n'avait signalé de travaux de plomberie. Pour eux, ces clés étaient une coïncidence sans importance. Pour Élise, dont l'instinct était désormais aiguisé par le danger, cette anomalie criait la surveillance. Les kidnappeurs n'étaient pas venus à l'improviste, ils avaient observé leur cible. La piste Plomberie Express sembla d'abord mener à une impasse. Les registres indiquaient que la société avait fait faillite en 1991, ses actifs liquidés et ses archives détruites. Mais Élise transmit le nom à Léo. Il lui fallut une nuit entière pour contourner les protections des archives commerciales numérisées et accéder au registre financier de Époque. Il y découvrit une connexion qui lui glaça le sang. Le principal fournisseur de Plomberie Express, celui qui lui vendait la quasi-totalité de son matériel, était une obscure société d'import-export. Cette même société avait été rachetée pour une bouchée de pain par un jeune entrepreneur prometteur, un certain Vincent Lagarde, 6 mois seulement, avant la disparition de Jean-Pierre. La camionnette n'était pas un hasard. Était l'un des premiers outils de l'empire naissant du Hollandais. L'ampleur du complot se révéla alors dans toute sa froideur. Ce n'était pas une simple affaire de drogue qui avait mal tourné. La disparition de Jean-Pierre Martel était la pierre angulaire, le péché originel sur lequel Vincent Lagarde avait bâti toute sa fortune et sa respectabilité. La surveillance par une fausse camionnette de plombier,
l'enlèvement précis, l'exécution de l'homme de main, Joseph Torres, l'année suivante. Tout pointait vers une opération professionnelle, planifiée et impitoyable. Fournier comprit alors la véritable nature du drame. Jean-Pierre n'avait pas seulement entendu une conversation, il avait intercepté les détails de l'opération qui allait permettre à la garde de passer du statut de petit trafiquant à celui de baron. Le faire taire à N n'était pas une option, était une nécessité absolue pour la survie et l'ascension du Hollandais. Au milieu de cette avalanche de révélations, Léo obtint enfin sa propre percée. Il parvint à isoler la signature électronique du microphone. Il identifia le modèle, un Kenwood MC60, un classique de l'aile, époque. Mais il découvrit autre chose, un détail qui fit basculer l'enquête. Le bourdonnement du circuit présentait une légère fluctuation, une imperfection, caractéristique d'une modification artisanale. De nombreux radioamateurs modifiaient eux-mêmes leur microphone pour en améliorer les performances, en changeant un condensateur ou en ajustant une résistance. Cette modification était aussi unique qu'une empreinte digitale. Or, en relisant le rapport de police de 1989, un détail frappa Fournier. La station radio de Jean-Pierre avait été retrouvée intacte, à une exception près. Le microphone du bureau, le Kenwood MC60, avait disparu. Cette absence, insignifiante il y a 24 ans, devint soudain la clé de voûte de toute l'affaire. Pourquoi les meurtriers auraient-ils pris la peine d'emporter un simple microphone ? La réponse s'imposa à Fournier avec la force d'une évidence fulgurante. Ils ne l'ont pas volé, murmura-t-il lors de leur réunion suivante. Ils l'ont pris parce qu'il était encore en train d'émettre. Le scénario se reconstitua dans leur esprit. Jean-Pierre, enlevé, avait réussi, dans la voiture ou là où il était détenu, à connecter son propre microphone à un émetteur portable qu'il devait avoir sur lui. La voix que Léo avait captée n'était pas celle d'un homme parlant dans le vide. Était celle d'un homme utilisant l'arme de ses ravisseurs contre eux, diffusant son dernier témoignage avec l'objet même qu'ils avaient emporté. Cette prise de conscience changea radicalement leur perception de Jean-Pierre Martel. Il était plus seulement une victime innocente prise au piège par le hasard. Il était un résistant. Sachant sa fin imminente, il avait mené un dernier combat, avec les seules armes qu'il maîtrisait, les ondes radio et son ingéniosité. Il avait transformé l'instrument de sa passion en un mémorial, une balise de détresse programmée pour traverser le temps. Pour Élise, cette révélation fut à la fois déchirante et incroyablement réconfortante. Son père n'avait pas été anéanti sans se battre. Il leur avait laissé un héritage, une piste, un ordre de mission. Leur quête de justice était plus seulement un devoir de mémoire, était l'accomplissement de sa dernière volonté, et ils étaient prêts à affronter n'importe quel danger pour l'honorer. La décision est prise dans le silence oppressant d'un appartement transformé en quartier général clandestin. La peur n'est plus une option. Elle est devenue le carburant de leur détermination. Ils savent que Vincent Lagarde les observe, que chaque communication est potentiellement interceptée, que chaque pas est surveillé par des ombres invisibles. L'entrepôt numéro 4, une structure de béton et d'acier qui se dresse sur les terres marécageuses près de l'Aile, étang de Berre, est devenu plus qu'une simple cible. C'est un mausolée, le point final de leur quête. Ils n'ont qu'une seule chance, un seul essai, pour percer le blindage de 24 ans de silence et de pouvoir. Fournier, le visage fermé, nettoie une dernière fois son vieux revolver de service, un geste rituel qui n'est pas destiné à l'action, mais à lui donner le courage d'affronter les fantômes de sa propre carrière. Le plan que Léo expose est d'une audace insensée, un balai numérique et physique où chaque seconde compte. Il ne s'agira pas de s'infiltrer pour voler des données, mais de manipuler la perception même de la sécurité de la garde. Léo lancera une cyberattaque complexe contre le siège social de Logistique Méditerranéenne SA, une attaque de diversion conçue pour être spectaculaire mais inoffensive, simulant une tentative de rançongiciel. L'objectif est de créer une panique contrôlée, d'attirer l'essentiel des équipes de sécurité de la garde, y compris sa garde rapprochée, vers le centre-ville. Pendant ce chaos, Fournier, équipé d'un géoradar portable miniaturisé par Léo, aura une fenêtre de quelques minutes pour scanner le sol de l'entrepôt. Élise sera leur vigie, postée sur une colline avoisinante, un simple téléphone crypté comme seul lien entre les deux fronts de cette guerre invisible. Le moment venu, la chambre de Léo se transforme en cockpit de combat. Seule la lueur bleutée des moniteurs éclaire son visage ruisselant de sueur. Ses doigts volent sur le clavier, une chorégraphie de commandes et de scripts qui s'enfonce dans les entrailles du réseau de la garde. Le silence est uniquement rompu par le cliquetis frénétique des touches et le vrombissement des ventilateurs de ses serveurs poussés à leur limite. Il sent les contre-mesures se déclencher, les pare-feux se réajuster,
Une intelligence artificielle adverse qui tente de le localiser. C'est un duel à mort dans un monde immatériel. Il perçoit la présence de l'autre hacker, son ennemi juré, et engage avec lui une danse mortelle, le leurrant dans de fausses pistes tout en déployant sa véritable attaque. La tension est si intense, qu'il a l'impression que ses veines sont remplies de fils électriques. À 15 km de là, sous un ciel nocturne sans lune, Fournier avance le long de la clôture de l'entrepôt. L'air est froid, chargé de l'odeur saline des marais et du relent métallique de l'industrie. Au loin, les gyrophares des voitures de police et de sécurité privée convergent vers le centre de Marseille, confirmant que la diversion de Léo a fonctionné. L'ancien inspecteur n'est plus qu'une ombre, se fondant dans le décor avec une aisance qu'il croyait avoir perdue. Il atteint une brèche dans le grillage, une faille qu'il avait repérée des jours plus tôt. Il se glisse à l'intérieur, le cœur battant contre ses côtes un rythme lourd et sourd. Il n'est plus un retraité, il est redevenu le flic de terrain, celui qui sent le danger avant de le voir. Et en cet instant, chaque fibre de son être hurle qu'il est en territoire ennemi. Dans la voiture sur la colline, Élise observe les lumières de l'entrepôt à travers des jumelles. Le bâtiment est une masse sombre et menaçante, un monstre de béton qui a avalé son père. Chaque minute qui baisse, écoule est une éternité. Elle serre contre elle un des vieux carnets de Jean-Pierre. Le papier jauni et fragile sous ses doigts crispés. C'est sa seule encre dans cette nuit de folie. Une vague de souvenirs la submerge. Le rire de son père, l'odeur de café dans sa station radio, la dernière fois qu'il l'a embrassée sur le front. Une larme silencieuse roule sur sa joue, non pas de tristesse, mais de rage. Elle sent le froid du métal des jumelles contre sa peau, un froid qui semble s'infiltrer jusqu'à ses os. Elle n'est pas seulement là pour surveiller. Elle est là pour témoigner. Fournier est contre le mur de l'entrepôt, à l'endroit précis indiqué par les notes de Jean-Pierre. Il active le géoradar, un appareil qui ressemble à un banal boîtier de mesure. Les données sont instantanément transmises au portable de Léo. Sur ces écrans, des images complexes se forment, des coupes transversales du sol. Léo applique ses filtres, épurant les couches de remblai, de gravier et de béton armé. Les premières secondes sont une agonie. Rien. Absolument rien d'anormal. Juste la composition attendue d'une dalle industrielle. Le doute s'insinue dans son esprit. Et s'il s'était trompé? Si toute cette opération insensée reposait sur une fausse interprétation? Il sent le poids du regard d'Élise et de Fournier. Même à travers les kilomètres qui les séparent, une pression immense qui menace de le broyer. Soudain, une anomalie apparaît. Une petite tache sur écran, une perturbation dans la densité du sous-sol, à près de 3 mètres de profondeur. Elle est située juste en dessous de la fondation principale, ce qui signifie qu'elle a été placée là, avant que la dalle ne soit coulée. Léo zoom, affine l'image. L'anomalie se scinde en 2 échos distincts, une masse organique de faible densité, d'environ 1,70 m de long, et juste à côté, un objet plus petit, métallique, incroyablement dense. Le cœur de Léo manque un battement. Il communique les coordonnées à Fournier par message crypté, avec 3 mots seulement, cible localisée, positif. Il n'ose pas imaginer ce que ressent Élise en recevant la même notification. La vérité n'est plus une hypothèse. C'est une image radar, froide et clinique. La confirmation est un choc, mais le danger est immédiat. Au moment où Fournier s'apprête à se retirer, le faisceau puissant de phares balaye la zone. Une Range Rover noire, qui n'a visiblement pas été leurrée par la diversion, pénètre dans le parc industriel et roule lentement vers l'entrepôt. Ce n'est pas la sécurité habituelle. Ce sont les hommes de main personnels de la garde. Fournier se jette à plat ventre derrière une benne à ordures rouillée, retenant son souffle. Le véhicule s'arrête à moins de 20 mètres de sa position. Une portière s'ouvre. Fournier sent l'odeur âcre de la fumée de cigarette flotter dans l'air. Il est piégé. Il sait que ces hommes ne sont pas là pour poser des questions. Ils sont venus pour nettoyer un problème, et il est devenu ce problème. Dans sa chambre, Léo assiste à la scène, impuissant, via une caméra de surveillance pirate. La panique le saisit, une vague glacée qui paralyse ses pensées. Il doit agir. Il abandonne son duel avec le hacker de la garde et plonge dans le réseau domotique de la zone industrielle. En quelques secondes, il trouve ce qu'il cherche. Le système d'alerte incendie d'un entrepôt voisin. Désaffecté mais toujours sous tension. Il déclenche tous les sprinklers et toutes les alarmes, créant un vacarme assourdissant, et une diversion visuelle immédiate. Les hommes de la Range Rover sont surpris. Leur attention se détourne de l'ombre près de la benne pour se tourner vers le chaos qui vient d'éclater. C'est la fenêtre dont Fournier avait besoin. Il rampe dans l'obscurité et disparaît dans la nuit, son cœur cognant si fort qu'il a peur qu'on l'entende. Réunis à l'aube dans un lieu sûr, la victoire a un goût amer. Ils ont la preuve, cette image radar qui est, équivalent d'une confession. Mais c'est une preuve empoisonnée, obtenue illégalement.
La présenter à la justice reviendrait à avouer une série de crimes, de la cyberattaque à la violation de propriété. Le dossier serait immédiatement rejeté, et ils deviendraient les accusés. La garde gagnerait, encore une fois. La tension dans la pièce est à couper au couteau. Ils ont déterré la vérité, mais elle est enfermée dans un coffre-fort juridique, dont ils n'ont pas la clé. La frustration est immense, un mur infranchissable qui se dresse entre eux et la justice. Fournier, le visage marqué par la fatigue et la nuit blanche, fixe le mur, sentant le poids de ses 24 années d'échec revenir le hanter. C'est Élise qui brise l'impasse. Elle fixe l'image de l'objet métallique sur elle, écran de Léo, son esprit fouillant dans les recoins les plus profonds de sa mémoire. Un détail lui revient, une conversation anodine avec son père des semaines avant sa disparition. Il était incroyablement fier de son nouvel émetteur-récepteur portable, un modèle rare de la marque Icom. Mais il se plaignait des interférences. « Je vais lui construire un blindage », avait-il dit en riant. Un petit sarcophage de plomb, pour qu'il puisse parler clairement même au milieu d'une tempête solaire. Un sarcophage de plomb. C'est ce qui expliquerait la densité anormale de l'objet sur le scan. Ce n'est pas n'importe quel appareil radio. C'est le sien. La preuve n'est plus seulement technique. Elle est devenue intime, personnelle, irréfutable dans son cœur. Cette réminiscence change tout. Fournier se redresse. Une nouvelle lueur dans ses yeux. Ils n'ont plus besoin de l'image radar. Ils ont mieux. Un témoignage précis et crédible, qui peut justifier une fouille officielle. Il n'ira pas voir n'importe quel procureur. Il ira voir le juge Michel Beaumont, un homme réputé incorruptible, au bord de la retraite, qui n'a plus rien à perdre, et qui a une vieille rancune contre la garde. Fournier présentera le témoignage d'Élise, les carnets de son père, et sa propre intuition de flic comme les seuls éléments. Il mentira par omission, présentant cette convergence d'indices comme le fruit d'une déduction, et non d'une effraction. C'est un pari sur la conscience d'un seul homme, un coup de poker, où il mise sa propre liberté contre celle de l'assassin de Jean-Pierre Martel. La décision est prise. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Fournier se lève, endosse son vieil imperméable comme une armure, et se dirige vers la porte. Il ne se retourne pas. Il sait que s'il croise le regard d'Élise, plein d'un espoir si fragile, il pourrait flancher. Léo et elle le regardent éloigné, sa silhouette se découpant dans la lumière blafarde du petit matin. Il marche vers le palais de justice, porteur d'une histoire de fantômes, de fréquences et de plomb, un dernier combat contre un ennemi qui a toujours eu une longueur d'avance. Le sort de Jean-Pierre Martel, et le leur, repose désormais entre les mains d'un juge, sur la base d'un mensonge destiné à révéler la plus profonde des vérités. La tension est à son comble, suspendue à un fil invisible qui peut soit rendre la justice, soit tout les détruire. Le bureau du juge Michel Beaumont était une relique d'une autre époque, un sanctuaire de boiseries sombres et de cuir usé, où le poids de la loi se faisait sentir dans chaque particule de poussière flottant dans un rayon de soleil. Face à cet homme, dont la réputation d'incorruptibilité était aussi légendaire que son caractère acariâtre, Fournier joua la partie de sa vie. Il ne parla ni de géoradar, ni de cyberattaque. Il parla d'instinct, de la convergence troublante entre les vieux carnets d'un radioamateur passionné, le souvenir ravivé d'une fille endeuillée et une intuition de flic qui, après 24 ans, refusait de mourir. Il tissa un récit plausible, un mensonge au service de la vérité, présentant les pièces du puzzle comme le fruit d'une déduction pure, une dernière illumination sur une affaire qui l'avait toujours hanté. Le juge écouta, impassible, ses doigts fins tapotant un rythme lent sur son buvard, son regard perçant sondant les profondeurs de l'âme de l'ancien inspecteur. Après un silence qui sembla étiré sur des décennies, le juge Beaumont signa le mandat de perquisition et de fouille. Il le fit sans un mot, le crissement de sa plume sur le papier résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence du bureau. Il n'était pas dupe. Il savait que Fournier lui cachait la véritable origine de ses certitudes. Mais il sentait aussi l'odeur de la vérité, une odeur qu'un magistrat de sa trempe apprend à reconnaître au fil des ans. De plus, le nom de Vincent Lagarde avait trop souvent flotté dans les cercles judiciaires, toujours suspecté, jamais condamné. Pour Beaumont, à l'aube de sa propre retraite, était une dernière chance de harponner le monstre qui avait toujours glissé entre les mailles du filet. En tendant le document à Fournier, il lui lança un seul avertissement. S'il n'y a rien, inspecteur, votre carrière finira dans la honte. Mais si vous avez raison, alors vous lui aurez rendu sa dignité. L'opération fut lancée à l'aube, un déploiement de forces massif qui contrastait violemment avec l'enquête clandestine du trio. Des dizaines de gendarmes mobiles, accompagnés d'experts de la police technique et scientifique, investirent la zone industrielle. L'entrepôt numéro 4 fut bouclé, son portail métallique s'ouvrant dans un grincement sinistre. Alerté par sa taupe,
Vincent Lagarde arriva sur les lieux, vêtu d'un costume impeccable, le visage empreint d'une indignation calculée. Il joua le rôle de l'homme d'affaires respectable, victime d'un harcèlement judiciaire, menaçant de poursuites et de scandales médiatiques. Mais sous son arrogance de façade, une lueur d'inquiétude commençait à poindre dans ses yeux. Fournier, qui l'observait de loin, reconnut ce regard. Était le regard d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, sentait que les fondations de son empire commençaient à trembler sous ses pieds. Les marteaux-piqueurs attaquèrent la dalle de béton dans un vacarme assourdissant. Chaque coup résonnait comme un battement de cœur pour Élise et Léo, tenus à Tsel, écart derrière le cordon de sécurité. L'attente était une torture, un mélange insoutenable d'espoir et d'effroi. Des heures passèrent. Le soleil monta dans le ciel, éclairant la scène d'une lumière crue, presque chirurgicale. Les techniciens travaillaient avec une précision méthodique, creusant la terre compactée sous le béton, là où les calculs de Léo et les souvenirs de Jean-Pierre l'avaient indiqué. Fournier, impassible, se tenait aux côtés du chef des opérations, son visage une page blanche, sur laquelle aucune émotion ne pouvait être lue. Il avait misé sa réputation, et peut-être même sa liberté, sur ce petit carré de terre. Il ne pouvait plus reculer. Il ne pouvait qu'attendre que la terre livre enfin son secret, quel qu'il soit. Puis, un cri. Un des techniciens fit un signe de la main. Les marteaux-piqueurs se turent. Le silence qui s'ensuivit fut plus assourdissant encore que le bruit. Dans le trou béant, sous près de 3 mètres de terre et de remblai, une forme sombre était apparue. Les archéologues judiciaires prirent le relais, dégageant délicatement la terre avec des pinceaux et des truelles. Lentement, des restes humains furent mis au jour. Un squelette, encore emprisonné dans les lambeaux d'un vêtement des années 80. À cette distance, Élise ne pouvait rien distinguer, mais elle sut. Une certitude viscérale, une connexion qui transcendait la science et la logique, s'empara d'elle. Elle s'effondra en larmes dans les bras de Léo, un sanglot qui libérait 24 années de doute, de chagrin et de colère retenue. Son père était enfin rentré à la maison. À côté des restes, les techniciens découvrirent un objet qui laissa les experts perplexes. Une petite boîte en métal, anormalement lourde pour sa taille. En l'ouvrant avec précaution, ils révélèrent son contenu, parfaitement conservé par le blindage artisanal. Un émetteur-récepteur portable de marque ICOM. Le sarcophage de plomb, qu'Élise avait décrit au juge N, n'était pas une simple réminiscence, était une réalité matérielle. Était la preuve ultime, le lien indissoluble entre le corps et la voix, entre la victime et son témoignage. Était la confirmation que Jean-Pierre Martel, jusqu'à son dernier souffle, avait lutté avec ses propres armes, transformant l'instrument de sa passion en une balise de détresse, qui avait finalement atteint sa destination. Le fantôme de la fréquence venait de se matérialiser, et sa voix allait enfin être entendue par la justice. Quand un gendarme présenta la radio portable à Vincent Lagarde pour une éventuelle identification, son masque de froideur se fissura pour de bon. Ce N n'était pas la découverte du corps qui le fit vaciller, mais la vue de cet objet. Cet objet qu'il avait vu pour la dernière fois entre les mains de sa victime, cet objet qu'il croyait disparu à jamais. Il comprit à cet instant que sa défaite N n'était pas le fruit d'une enquête policière classique, mais d'un miracle technologique, d'un écho qui avait refusé de se taire. Son visage se décomposa. La certitude de son impunité, construite sur des décennies de silence et de corruption, vola en éclats. Les menottes se refermèrent sur ses poignets, le cliquetis métallique sonnant le glas de son règne. Le Hollandais était tombé, non pas vaincu par la police, mais par la mémoire obstinée d'un homme ordinaire. L'arrestation de Vincent Lagarde provoqua un séisme à Marseille. L'enquête sur le meurtre de Jean-Pierre Martel ouvrit une boîte de Pandore, révélant un vaste réseau de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de corruption qui gangrenait le port et les institutions locales depuis des années. La taupe au sein de la police, un commissaire divisionnaire sur le point de prendre sa retraite, fut démasqué et arrêté, provoquant une onde de choc dans toute la hiérarchie. L'Empire logistique méditerranéen SA s'effondra comme un château de cartes, ses comptes gelés, ses actifs saisis. La voix d'un seul homme, amplifiée par la curiosité d'un étudiant, avait suffi à faire tomber une organisation criminelle, que des années de lutte policière n'avaient jamais réussi à ébranler. La justice, bien que tardive, fut implacable. Quelques semaines plus tard, Jean-Pierre Martel eut enfin droit à des funérailles dignes. Une petite cérémonie eut lieu dans le cimetière du village, sous un ciel d'automne gris. Sa famille, ses amis, et même quelques vieux radioamateurs qui se souvenaient de son indicatif, étaient présents. Élise prononça l'éloge funèbre. Elle ne parla pas d'un homme assassiné, mais d'un père aimant, d'un passionné curieux,
et d'un héros silencieux, qui, face à la mort, avait choisi de laisser une trace, plutôt que de sombrer dans l'oubli. Pour la première fois, elle pouvait pleurer son père, non pas comme un disparu, mais comme un homme, dont l'histoire avait enfin une fin. Le poids de l'incertitude qui avait écrasé sa vie était enfin levé, remplacé par la clarté douloureuse, mais apaisante de la vérité. L'inspecteur Fournier, pour sa part, fut salué comme un héros. Lors d'une cérémonie discrète, il fut symboliquement réintégré pour une journée et décoré de la Légion d'honneur pour service exceptionnel rendu à la nation. La plus grande blessure de sa carrière était enfin refermée. Il avait non seulement résolu son affaire la plus douloureuse, mais il avait aussi prouvé que l'intuition et la persévérance d'un vieux flic pouvaient encore triompher, même à Or, ère du cynisme et de la technologie. Il pouvait désormais prendre sa retraite en paix, non pas avec le goût amer de l'échec, mais avec la satisfaction profonde d'avoir tenu une promesse faite 24 ans plus tôt à une famille brisée et à lui-même. La justice pour lui avait enfin retrouvé son sens. Quant à Léo Dubois, son rôle dans l'affaire fut discrètement passé sous silence par le juge Beaumont, qui classa les preuves numériques comme étant le fruit d'une source anonyme. Confronté à l'impact monumental de ces lignes de code, Léo ne fut plus jamais le même. Il avait vu comment le monde virtuel pouvait violemment percuter le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Elle, étudiant introverti, avait laissé place à un homme conscient de la puissance qu'il détenait. Il termina ses études, mais refusa les offres lucratives des géants de la tech. Il choisit une autre voie, créant une petite fondation spécialisée dans l'utilisation de la technologie pour aider les familles de personnes disparues, transformant son algorithme, né d'un défi technique, en un instrument d'espoir pour ceux que le silence avait laissés derrière. Le moment le plus poignant du procès de Vincent Lagarde fut lorsque le procureur fit jouer l'enregistrement de Léo dans le silence solennel de la cour d'assises. La voix de Jean-Pierre Martel, fragile et chargée de terreur, emplit la salle, traversant le temps pour livrer son ultime témoignage. Point, immatriculation, 1 2 3 4 AB1 A3. Ils sont deux, un homme grand, cicatrice sur le sourcil, l'autre, il l'appelle le Hollandais. Point. Pour la première fois, ce N était plus un écho spectral perdu dans l'aile, éther, mais une preuve accablante, une voix d'outre-tombe, qui désignait son bourreau. Lagarde, dans le box des accusés, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de ce fantôme sonore. Le verdict fut sans appel. La réclusion criminelle, à perpétuité. La boucle était bouclée. Un an plus tard, Élise, Léo et Fournier se retrouvèrent devant la tombe de Jean-Pierre Martel. Une simple pierre de marbre sur laquelle était gravée, sous son nom, la phrase « Il a parlé au monde, et le monde a fini par lui répondre ». Ils étaient plus les trois inconnus réunis par le hasard, mais une famille improbable, liée par un secret, et une victoire commune. Ils avaient répondu à la question qui les avait réunis, oui. Un écho de voix, piégé dans le bruit blanc pendant un quart de siècle, pouvait être assez puissant pour rendre la justice, déterrer un corps, et démanteler un empire. La plus petite des voix, même celle d'un homme ordinaire, peut finir par ébranler le monde, à condition que quelqu'un, quelque part, prenne la peine de l'écouter. Le silence qui enveloppait la petite parcelle du cimetière N était plus celui du deuil, mais celui de la paix. Un an avait passé. Devant la pierre tombale de Jean-Pierre Martel, Élise, Léo et Fournier se tenaient côte à côte, non plus comme une cellule de crise, mais comme les gardiens d'une mémoire honorée. Le marbre froid portait une épitaphe simple mais puissante. Il a parlé au monde, et le monde a fini par lui répondre. Ces mots choisis par Élise résumaient l'incroyable odyssée d'un signal perdu, un testament numérique qui avait traversé un quart de siècle de vide pour accomplir sa mission. Le vent léger qui balayait les cyprès semblait porter avec lui non pas des voix spectrales, mais le murmure apaisé d'une histoire qui avait enfin trouvé sa conclusion. Une justice rendue non par le destin, mais par l'obstination de ceux qui avaient refusé d'oublier. Pour Élise, ce lieu N était plus un symbole d'absence mais de présence. La vérité, si brutale fût-elle, lui avait rendu son père. Elle ne voyait plus seulement la victime innocente, mais le héros discret qui, dans ces derniers instants, avait mené le combat le plus ingénieux qui soit. Son héritage N était pas fait de biens matériels, mais d'une leçon de courage et de résilience. En regardant Léo, ce jeune homme que le hasard avait transformé en archéologue de son passé, et Fournier, ce vieux lion qui avait trouvé la rédemption dans un dernier rugissement, elle comprit la véritable nature des liens qui les unissaient. Ils étaient une famille improbable, née des ondes et du chagrin, la preuve vivante que même les blessures les plus profondes peuvent commencer à cicatriser lorsque le silence est enfin brisé. Léo de son côté ne regardait plus jamais un écran de la même manière. L'affaire Martel avait été son baptême du feu, le passage brutal de la théorie abstraite à la réalité la plus viscérale.
Son algorithme, qu'il avait conçu comme un simple exercice intellectuel, était révélé être une clé capable d'ouvrir les tombes les mieux scellées. Sa fondation, Éco-Numérique, recevait désormais des dizaines de sollicitations, des familles cherchant dans les archives du web et les fréquences mortes, une réponse à leur propre silence. Il avait compris que la technologie, souvent perçue comme froide et déshumanisante, pouvait être l'instrument le plus puissant de la mémoire, un fil tendu à travers le temps pour reconnecter les vivants à leurs disparus, et donner une voix à ceux qui n'en avaient plus. Quant à Fournier, sa retraite avait enfin trouvé son sens. Il avait passé sa carrière à courir après des ombres. Et il avait fini par en attraper une, la plus tenace de toutes. La chute de Vincent Lagarde et le démantèlement de son réseau avaient été une victoire professionnelle. Mais la paix qu'il ressentait était plus profonde. Était la paix d'un homme qui avait tenu sa promesse, qui avait réparé une vieille injustice et rendu sa dignité à un homme bon. Il savait que le mal ne disparaîtrait jamais de Marseille, que d'autres Hollandais attendaient leur heure dans l'ombre. Mais il savait aussi que désormais, des gens comme Léo et Élise existaient, une nouvelle génération de justiciers armés non pas de revolvers, mais de persévérance et de lignes de code. Le flambeau était passé. L'histoire de la fréquence fantôme est devenue une légende moderne à Marseille, un récit murmuré dans les cafés et les couloirs du palais de justice. Elle a servi de rappel brutal que le passé n'est jamais vraiment mort, qu'il sommeille simplement sous des couches de béton, de mensonges et de temps. Elle a démontré qu'un homme ordinaire, armé de sa seule passion, pouvait laisser une trace indélébile, un cri si puissant, qu'il pouvait faire trembler les fondations d'un empire du crime. La voix de Jean-Pierre Martel est devenue le symbole de toutes les victimes oubliées, la preuve que dans l'immense bruit blanc de l'histoire, certains échos refusent de éteindre et attendent patiemment l'oreille qui saura les entendre et leur rendre justice, quel que soit le temps écoulé. L'histoire de Jean-Pierre Martel est peut-être terminée, mais elle n'est qu'un signal parmi tant d'autres perdus dans l'éther. Que feriez-vous dans une situation pareille? Pensez-vous que vous auriez le courage de suivre une voie venue du passé? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Si cette quête de vérité vous a captivé, si vous croyez que justice doit être rendue, peu importe le temps écoulé. Alors aimez cette vidéo, partagez-la, et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Car l'affaire Martel a prouvé que les secrets les plus enfouis finissent toujours par refaire surface. Et ce était que le début de quelque chose de bien plus grand. Même après la condamnation de Lagarde, des questions subsistaient, flottant dans l'air comme des interférences sur une ligne mal réglée. Le démantèlement de son réseau avait révélé des ramifications profondes, des noms influents dans le monde des affaires et de la politique, qui n'avaient été qu'effleurés par l'enquête officielle. La taupe avait été neutralisée, mais était-elle la seule? Combien d'autres empires, à Marseille ou ailleurs, étaient construits sur des crimes fondateurs aussi silencieux et aussi brutaux? L'affaire avait refermé un chapitre, mais elle en avait ouvert un autre, bien plus vaste et plus inquiétant, celui des zones grises, où le crime et le pouvoir s'entremêlent au point de devenir indiscernables. L'héritage le plus durable de cette histoire fut peut-être le plus immatériel. Le fichier audio original, Fréquence Fantôme, fut placé sous scellé judiciaire, mais sa légende inspira une nouvelle forme d'investigation citoyenne. Partout dans le monde, des passionnés de technologie se mirent à scanner les fréquences abandonnées, non plus par simple curiosité, mais avec l'espoir de devenir à leur tour, les récepteurs d'un appel à l'aide oublié. Le bruit blanc, autrefois synonyme de vide, était désormais perçu comme une archive potentielle, un cimetière numérique, où chaque grésillement pouvait cacher un secret, une voix, une dernière volonté attendant être exhumée par le bon algorithme. Debout face à la tombe, Léo sortit un petit appareil de sa poche et le posa doucement sur la pierre. Était un simple émetteur radio de faible puissance, diffusant en boucle un unique message sur une fréquence claire, l'indicatif radio de Jean-Pierre Martel, suivi de quelques notes de sa musique préférée. Un hommage silencieux, une communication d'un monde à l'autre. Car ils avaient appris la leçon la plus fondamentale de cette aventure. Dans l'immense océan de silence qui nous entoure, il suffit parfois d'une seule voix, d'une seule fréquence obstinée, pour rappeler au monde que rien ne disparaît vraiment. Il suffit simplement d'écouter.